Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui a été abordée par pratiquement tous les CMO qui sont passés sur le podcast, c'est comment structurer une équipe marketing, notamment des problématiques qui sont très fortes quand on est en croissance. Et pour parler de ce sujet-là, je suis avec Thibaut Demorel, qui est CMO chez Le Permis Libre. Bonjour Thibaut. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast pour parler de cette problématique. C'est vrai que c'est des sujets, alors on est moins, souvent on aime bien aborder les sujets d'acquisition, de transformation, de rétention, ces trucs-là pour augmenter le chiffre, mais en même temps, la structuration des équipes, le recrutement, c'est des sujets dont tous les CMO parlent dans les problématiques de leur job et de leur mission, donc je suis ravi de pouvoir en parler avec toi. Plaisir partagé. Écoute, est-ce que tu peux déjà, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je vais essayer de pas faire un CV, mais en gros, j'ai un double parcours agence-annonceur. J'ai travaillé dans plusieurs structures, chez Speedy, chez Kiss the Bride, c'est une agence lyonnaise, chez De Citre, qui est un réseau de librairies. J'ai travaillé en agence de demand generation, chez TBWA aussi. Avant, j'étais directeur marketing et communication chez Lapart Fitness, et j'arrive en tant que CMO chez Le Permis Libre en 2022. Ok, un parcours un petit peu mixte. C'est vrai que c'est marrant, tu vois. Moi, pareil, j'étais en entreprise avant, et puis du coup, aujourd'hui en freelance, mais c'est des mondes un petit peu différents, et je trouve que c'est sympa finalement d'avoir cette partie un petit peu externalisée, parce que ça permet aussi de voir plein de problématiques différentes très rapidement. C'est vrai que c'est assez riche en termes d'expérience. Ouais, carrément. Ça m'a permis aussi vachement de voir des univers qui sont très différents. Moi, j'ai pu accompagner des boîtes comme L'Oréal professionnel. Quand tu as 25, 26 ans et que tu es confronté à des gens qui ont cette aura-là et qui ont en même temps cette professionnalisation de leur quotidien, c'est sûr que ça te fait grandir assez vite. Après, moi, dans ma vision, c'était de devenir directeur marketing le plus tôt possible. Et après, j'ai pris un peu mes expériences, un peu comme des stages. L'idée, c'était d'aller me confronter à certaines thématiques que je maîtrisais mal, la demand generation, les plateformes de marque, etc., jusqu'à arriver à un niveau de maturité qui me semblait suffisant pour pouvoir commencer à aller bosser en tant que directeur. Le titre est un peu pompeux, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est clair, c'est clair. On en parlera justement. Pour rentrer directement un petit peu dans le vif du sujet, déjà, est-ce que tu peux nous parler du rôle du marketing chez Le Permis Libre et de vos enjeux du moment? Ouais, j'ai envie de commencer par parler un peu de Le Permis Libre, Ouais. parce que je sais pas si tout le monde connaît. Nous, on est une auto-école en ligne. On compte parmi les pionniers de ce marché. Alors après, il faut juste caler un peu le marché du permis de conduire, mais le permis de conduire en France, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est un marché qui est toujours en répétition. Ça veut dire que tes candidats qui sont arrivés la première année, tu les auras pas l'année d'après. Et on en a 1,2 million par an en moyenne. Donc ça veut dire que tu as quand même un gros potentiel. Nous, on a une vision qui est celle des deux fondateurs, Romain Durand et Lucas Tournel, qui est de dire qu'on essaye de se battre pour offrir de la liberté aux gens, qui est un droit essentiel, et que la liberté aux gens, elle passe par le permis de conduire. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une plateforme qui permet d'avoir 35% moins cher dans la formation et rémunérer des enseignants indépendants de la conduite 40% mieux que s'ils étaient salariés. Ça, c'est la base. Donc, j'arrive sur un marché comme celui-ci, où aujourd'hui, on pèse pas grand-chose. On pèse 1% de part de marché sur une boîte qui a été fondée en 2014. Donc, on est vraiment au début d'une aventure. Et voilà, en gros, pour la partie sur le permis libre. J'arrive maintenant sur le rôle du marketing chez Le Permis Libre. Alors là, je vais remonter encore d'un cran. Moi, j'ai une vision un peu égotiste. J'ai l'impression que le marketing, c'est au cœur de tout. Que le marketing, c'est vraiment c'est la base. Je pense que
homologues, CEO, CTO, etc., diront sans doute la même chose de leur département, mais moi, c'est ma conviction. Et du coup, j'ai l'impression que tout est marketing, quoi. La façon que j'ai de parler, la façon de me présenter à toi, la façon de m'habiller, c'est du marketing. C'est un peu Mmh. la philosophie, mais c'est un peu ce qui me drive aujourd'hui. Et je veux pas partir là-dedans, parce que c'est pas l'objet de l'échange. Mais ce qu'on doit faire aujourd'hui, je décris le permis libre en disant que j'arrive sur un marché qui est historique. Ça a 100 ans, le permis de conduire. Donc Ouais. du coup, venir le bousculer, se positionner comme un acteur de rupture, c'est ce qu'on est aujourd'hui. On est vraiment un acteur de rupture qui est venu... quand je dis bousculer, c'est sincère parce qu'on a eu pas mal de procédures avec les auto-écoles traditionnelles qui n'étaient pas du tout contentes de voir un nouvel acteur en ligne, digital, moderne. Donc, un de mes premiers axes de bataille, ça va être de faire en sorte déjà de crédibiliser la marque, Ouais. de la faire rassurante aussi. On a 84% des permis de conduire qui sont payés aujourd'hui par les parents. Donc, Ouais. s'ils ne sont pas sûrs et certains que la marque qui s'adresse à eux est solide, ça ne marchera pas. Donc, un des premiers éléments, c'est faire émerger la marque, la rendre crédible, attirer un maximum de leads, évidemment, c'est super important. Travailler la dimension d'upsell, même si c'est compliqué dans mon marché. Mmh. Et après, on arrive sur une startup. Tu as des enjeux de budget, de rentabilité rapide et de pilotage de la marge. Je te fais, du coup, c'est un peu long, hein, mon Ouais. discours, mais en gros, c'est ultra classique comme rôle de market chez moi, avec une grosse orientation business, rentabilité, croissance. OK. C'est vrai que tu le dis, tu as un enjeu qui est dingue. Ça me fait un petit peu penser aussi à Matera, qui est arrivé il y a quelques années sur, la gestion des syndics, de copro et qui ont eu pas mal de problèmes juridiques aussi parce qu'en fait, tu bouscules un marché historique avec des acteurs qui sont très installés et qui ont pas du tout envie de voir arriver quelqu'un qui travaille différemment, qui casse aussi un petit peu les prix parce qu'au final, tu es un marché installé avec des pratiques, quoi. Bah, ce qui est compliqué aussi, c'est de faire comprendre aux gens que faire payer le permis de conduire 35% moins cher, c'est pas offrir un permis low cost. Je suis pas là pour pouvoir juste proposer un tarif au rabais. J'offre une expérience différente. Ça te permet de conduire 7 jours sur 7, de 6 heures à 23 heures. Donc tous les gens qui bossent les jours habituels, eh ben, ils vont pouvoir faire une formation le dimanche. C'est quelque chose de plus flexible, de plus évident, juste dans l'air du temps. Après, on va associer ça parfois à Uber. Mais du coup, quand tu penses à Uber, on va dire: «Ah oui, finalement, il y a une forme d'exploitation un petit peu, du conducteur». Nous, on leur offre 40% de plus, qu'une rémunération moyenne, en auto-école traditionnelle. Donc je dois faire preuve de beaucoup de pédagogie pour pouvoir faire comprendre que mon modèle, c'est pas juste un modèle de low coster qui a envie de prendre des parts de marché et de casser le marché. C'est Mmh. juste remettre le bon prix sur une formation qui est de l'ordre de l'inclusion, de l'accès au travail, de potentiellement aussi des relations familiales, de supprimer l'isolement de certaines personnes en campagne et autres. Donc on a vraiment une mission sociétale et le tarif, du coup, est une externalité de ça. Et ça, il faut que j'arrive à le faire savoir. Mais quand tu es au départ une vingtaine, une trentaine de personnes, il faut être malin pour pouvoir réussir à prendre la parole dans des budgets qui soient relativement contenus. C'est clair. OK, super, super enjeu. Bah, justement après, donc tu le disais, enfin vous avez connu une croissance assez forte dernièrement, depuis et puis vous êtes aussi entré en bourse. Comment est-ce que ça a évolué justement les enjeux du market entre les débuts, et puis au final maintenant où tu es dans une autre phase, dans une autre étape de croissance, quoi? Ouais, je vais donner quelques chiffres. Maintenant qu'on est en bourse, tout est public, donc c'est facile. Ouais. On faisait 1,6 million de chiffre d'affaires en 2019 et on fait 14,8 en 2022. Donc ça te montre un peu la dimension de croissance, avec au Mmh. milieu de ça, juste un petit Covid. C'est pas neutre. Là, on vient d'annoncer plus de 20% de croissance sur le premier semestre par rapport à N-1, donc on continue à avancer. Moi, j'arrive quelques mois avant l'IPO, donc j'arrive à un moment un peu charnière. On m'explique au moment de mon recrutement qu'il se passe quelque chose de gros. Je sais pas à ce moment-là que c'est une introduction en bourse. Ça structure un peu plus derrière mes actions parce que c'est quand même tout sauf neutre. Mmh mh. On va chercher 8 millions en bourse et là, finalement, tu arrives sur un vrai mouvement, quoi. Le truc qu'on se dit, c'est que finalement, être introduit en bourse, ça change quelques éléments. Ça va déjà changer la structuration d'entreprise, ça change une forme de pression, que j'ai connu des boîtes sous private equity. Tu as la pression du chiffre, c'est évident. Là, c'est tous les trimestres que tu publies tes chiffres et tu as un impact immédiat, c'est le cours de la bourse. Ouais. Les premiers jours, moi, le cours de la bourse, j'ai passé mon temps dessus à regarder et chaque petite fluctuation me faisait vivre des émotions assez intenses. Il faut arriver maintenant un peu à s'en départir. Et donc, du coup, finalement, tu as quand même des évolutions de ton métier par rapport à ça, qui sont aussi liées à ce que tu vas annoncer. Quand tu annonces quelque chose au marché, il faut le tenir. Il faut pouvoir être hyper rentable, hyper malin dans tes actions, parce que tu peux pas dépenser à tout va
ton budget marketing. Donc, tu as déjà cette espèce de communication financière qui vient structurer ton approche. Et Ouais. je veux faire quand même un point, c'est je suis pas là pour les financiers. Moi, je suis pas là pour faire le job pour les investisseurs. Évidemment que c'est important, mais c'est pas ça qui sous-tend ma stratégie. Moi, je veux aller prendre le business, servir mes clients, et si je le fais bien, alors mes investisseurs seront contents parce qu'ils auront du chiffre. C'est important, même si ça drive un peu de ma com. Mais après, in fine, par rapport au jour où je suis arrivé, moi j'arrive en 2022, comme je te l'ai dit, il n'y a pas grand-chose en termes de changement, puisque l'audit, je l'avais fait au moment où je suis arrivé. J'avais déjà déterminé une trajectoire pour pouvoir essayer de corriger ce qui devait l'être et pérenniser aussi ce qui devait l'être. Donc l'objectif, c'était de faire en sorte de structurer la marque. Là, on a fait nouveau logo, nouvelle plateforme, nouveau branding. On a fait notre première campagne télé pour accélérer un peu sur la notoriété. Ça, c'était déjà dans les tuyaux. Ça a juste validé le plan et ça a accéléré les choses. Ok, super intéressant. C'est vrai, comme tu le dis, quand t'es public aussi avec ce marché, au final, c'est la bourse, c'est une pression différente quand même. Enfin, différente, et puis en même temps, comme tu le dis, tu sers pas les investisseurs, hein, t'es quand même là pour servir tes clients, faut pas l'oublier. Mais de voir la courbe qui doit bouger, ça doit te mettre une petite pression quand même au quotidien, qui Ouais, est. ouais. Ouais, mais je le vis bien parce que maintenant j'ai compris. Mais on a été sonner la cloche chez Euronext. C'est un moment que je ferai peut-être qu'une fois dans ma vie. Je m'y attendais pas. C'est un peu par surprise parce que quand je signe, je sais pas à ce moment-là que c'est une introduction en bourse. Je sais que c'est une levée de fonds qu'on va faire. Tu as cette émotion de te dire que tu as un aboutissement, alors que moi j'étais là depuis quelques mois. Tu vois, chez les fondateurs et chez les collaborateurs historiques, une vraie fierté parce que tu es quand même sur une cotation où tu as plein de belles entreprises qui sont à tes côtés. Mhm. Mais très très vite, moi je me prends au jeu. Alors après, je suis peut-être un peu un joueur, mais je me prends au jeu de voir les fluctuations, de voir aussi ta boîte elle devient liquide tout d'un coup, donc c'est assez intéressant. Après, c'est sûr que je pense que j'ai dû avoir 2-3 semaines où j'ai mal dormi, quoi, parce que tu vois ton Ouais. cours tout d'un coup, tu peux avoir peu de volume de transactions, ça s'effondre. Et après, tout d'un coup, ça remonte. Tu es un peu grisé. Tu as cette espèce de jeu de casino qui est pas du tout la bonne approche. Et après, j'ai été me challenger auprès de mon CFO qui m'a un peu expliqué, qui m'a un peu formé pour me faire prendre un peu de distance. Et c'est là où c'est important. C'est oui, les investisseurs, les actionnaires sont des clients. Ils ont voix au chapitre. On est vigilant avec eux. Mais c'est pas eux qu'on sert au quotidien dans la qualité de notre service et dans la qualité de nos coms. Ça sous-tend beaucoup de nos actions. Ok. Trop cool, c'est marrant comme retour, effectivement. Hello, c'est Axel. Je suis désolé, j'interromps ton épisode 2 minutes aujourd'hui parce que je suis super fier de t'annoncer que je lance enfin ma première formation qui est dédiée à la création d'une stratégie de contenu. Besoin de notoriété, de crédibilité ou de prospect, le contenu, ça permet de faire tout cela d'un coup. Et le mieux, c'est que ça produit des effets cumulés à long terme. Mais si tu écoutes le podcast, je suis sûr que tu es familier avec les bénéfices de ce genre de stratégie. Donc voilà, t'es marketeur, CEO à l'entreprise et tu veux mettre en place une stratégie de contenu, ou alors t'es indépendant et tu cherches à monter en compétence sur ces sujets pour pouvoir avoir un process clé en main à vendre à des clients. Eh bien écoute, c'est ce que je te propose avec cette formation où justement je détaille ma méthodologie pas à pas que j'utilise moi pour construire des stratégies de contenu pour mes clients. Voilà, je ne t'embête pas plus. Le lien, si tu veux en savoir plus, il est disponible dans la description de l'épisode ou via mon profil LinkedIn. Et maintenant, retour à l'épisode. Oui, donc tu le disais, les chiffres de croissance, ils sont assez impressionnants. Et donc, l'une des grosses problématiques quand on a cette forte croissance-là, on en parlait en introduction, c'est structurer son équipe, recruter les bons profils. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de comment ça s'est passé? Et puis après, aussi, tes bonnes pratiques, en gros, si tu devais repartir de zéro, si tu devais refaire, comment est-ce que tu procèdes entre les premiers recrutements et l'évolution de ton équipe? Je pense que si je dis ce que je vais te dire maintenant, les auditeurs vont croire que je mens. Je suis en plein dans une réorganisation. C'est-à-dire que là, ce dont on parle, c'est ce qui me prend la tête depuis plusieurs semaines. Je m'arrache les cheveux en essayant de déterminer une organisation cible et des organisations un peu intermédiaires pour pas forcément faire la révolution en quelques jours. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité pour moi. Ok. Euh, En gros, quand j'arrive, moi je prends une organisation qui est en place. Je la prends avec ses forces et ses faiblesses. C'est la résultante, je pense, d'un vécu, d'une vraie stratégie. Et c'est important au départ d'auditer et de regarder. Maintenant, moi, Ok. je porte une vision qui est différente, logiquement. Donc, mécaniquement, je fais quelques ajustements quand j'arrive. Je réintègre des expertises. Il y avait un studio de création qui était un peu autonome. Il y avait de la vidéo, il y avait des verticales produits, il y avait un peu de R&D, de l'offre. Tout ça, j'ai récupéré avec un peu toujours cette vision un peu égotiste, même si c'est un peu critique de dire égotiste, mais c'est ce que je crois que je suis. Donc, avec un peu d'humilité, je le reconnais. J'ai réintégré tout ça. Ça, c'est la partie de correction que j'ai faite. Et ça fait quelque temps. Maintenant, quand je commence à me projeter sur la suite, tu commences à voir les limites de ton orga et tu te dis: «Bah, faut plus corriger, faut redessiner». Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et là, bah, je suis quand même déjà sur un premier dilemme. Mon premier dilemme, c'est de me dire, est-ce que j'arrive avec ma culture plutôt PME ou est-ce que j'essaye de m'intégrer dans un milieu des startups?
et le milieu des startups, si je suis très honnête, il y a plein de jobs, quand je lis les descriptions, je comprends pas tout ce qu'on dit, parce que c'est souvent différent en fonction des boîtes. Un même titre peut avoir plusieurs connotations, on va avoir des fiches de poste parfois très détaillées, parfois plus légères, et on a aussi, je pense, et ça c'est un avis, mais une tendance à sous-segmenter certaines catégories de jobs en plein de micro-expertise. Au moment où j'en suis moi dans la boîte, on est à peu près 80, je veux pas faire ça. Je veux pas avoir plein de super experts. Je préfère avoir des profils plus généralistes et business pour pouvoir avancer. Mais déjà, c'est premier dilemme. Est-ce que j'assume une posture PME ou est-ce que je joue une dimension plutôt plutôt startup? Ok. Moi, je veux jouer le côté PME avec avec cette dimension startup. Après, tu me posais la question en gros de si je dois commencer, qu'est-ce que je fais, quoi. Mm. C'est ça, hein. Ouais. Ce que je commence, c'est priorité au business. Pour moi, c'est la clé. C'est vraiment, tu commences par ça, tu te mets du coup sur l'acquisition, la structuration de l'offre et tout ce que tu peux sortir sur ce que certains appellent le gros, mais moi, ce que j'appelle des techniques habiles pour pouvoir déclencher du business à moindre frais et en testant. Donc ça, c'est la première brique. Et après, il y a une deuxième brique qui est plutôt orientée com. C'est, je pense qu'il faut lancer de la notoriété le plus tôt possible en construisant la marque. Il faut être hyper exigeant avec sa marque. Il faut pas du tout faire croire que tu peux la tordre. Tu peux pas essayer de commencer à dire que tu feras plus tard. C'est la structuration immédiate, parce que la marque, c'est une culture dans l'entreprise, c'est important. Et je pense, et là c'est encore un peu philosophique, mais que la marque, c'est une forme de magma informe qui vit un peu tout seul au bout d'un moment. Donc tu as intérêt à bien poser les bases, parce qu'après les gens, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Typiquement, nous, Ouais. on s'appelle le permis libre. Certains disent qu'ils vont au permis libre, d'autres qui passent le permis libre. Certains écrivent permis libre en majuscule, en minuscule. Et au départ, on a voulu un peu structurer ça. Et puis au bout d'un moment, moi, j'accepte que ça vit tout seul. Donc c'est un peu les premiers éléments, business comme. Ok. Donc aujourd'hui, ton équipe, tu nous disais, elle est structurée comment en fait, en gros, en termes de département? Alors, on est une quinzaine pour l'instant dans Ouais. les markets. On a un pôle performance sur lequel tu vas avoir justement tout ce qui va être grosse, CRM, tu auras toute la dimension SEO, donc très orienté business. Après, on a une équipe qui va être orientée plutôt sur la dimension de l'offre, la structuration de notre produit. Donc là, je parle offre métier, donc une verticale orientée sur le code de la route, une sur l'assurance, qui est un produit qu'on fait aussi, et une Ok. sur la pure. Et après, tu vas avoir plus des équipes communication qui vont faire la dimension vidéo, la dimension création de contenu print, pardon, et tout ce qui va être social media. Ça, c'est Ok. ce que j'ai, avec toute une partie que je fais encore moi, parce que comme j'ai pas trouvé mon organisation immédiate, j'ai pas voulu recruter dans tous les sens et je pallie certaines carences. Ok. Donc en fait, t'as une équipe, ouais, vraiment acquisition, une équipe marketing produit, du coup, c'est ça, qui travaille sur Ouais, l'offre, et une équipe un petit peu notoriété, du coup, qui va travailler exactement. communication la marque, quoi. Et ça, aujourd'hui, moi, ça me convient pas. Parce que Ok. je pense que c'est intéressant pour faire ce qu'on fait, mais ça vient c'est un peu siloté dans l'approche. J'ai l'impression Ouais. d'avoir un peu le directeur marketing ou le CMO selon la façon dont on a envie de le dire, euh, Mhm. qui, euh, qui a sa vision et qui déroule son funnel, mais qui va pas forcément être en cohérence avec son voisin des opérations, qui lui va dérouler son propre organigramme en fonction de ses aspirations individuelles. Et c'est un peu ça qu'on a fait. Mais je pense de manière un peu maladroite. On a avancé vite, quoi. Une boîte Mhm. qui fait x10 en termes de chiffre d'affaires, bah oui, en fait, elle corrige en permanence. Et c'est là où je pense qu'il faut faire pause et se dire c'est quoi la vision d'ensemble de la boîte, où est-ce qu'on veut aller collectivement, et avec des questions très simples. La vente, elle va où? Elle va à côté marketing ou elle va à côté opération? Si elle va à côté opération, quand le candidat au permis de conduire s'inscrit et finalise son inscription sur le site, sans aucun acte de vente de la part de quelqu'un des opérations, pas un appel, pas un SMS, pas un email, du coup, je dois lui donner ou alors c'est chez moi que ça doit rester? Et est-ce que je dois déjà réfléchir comme ça? Est-ce que je dois commencer à vouloir segmenter et toi tu fais ci et toi tu fais ça? Est-ce qu'il n'y a pas une porosité qu'il faut accepter? Mais si on l'accepte, comment est-ce qu'on fait derrière en cas de conflit ou en cas de désagrément pour pouvoir savoir qui décide à la fin? C'est ça que j'essaye de bosser. Ok. C'est vachement intéressant comme réflexion, comme tu le dis, parce que, et on en parle aussi beaucoup, c'est effectivement, c'est des problématiques aussi d'attribution, des fois, où tu vas aller justifier un petit peu de la légitimité de ton budget, de ton équipe, de comment tu staffes et tout. Et du coup, t'as envie de pouvoir tracer, effectivement, cette vente, elle vient de nous, elle vient de toi, alors qu'en fait, au final, ça, c'est presque des disputes internes, on va dire, et qui ne contribuent pas au développement de la boîte, parce que peu importe d'où vient la vente, au final, ça contribue à la croissance. Et donc, si cette porosité dont tu parles, effectivement, si tu arrives à l'accepter, enfin, c'est en l'acceptant peut-être que tu peux arriver sur une organisation plus efficace où on est moins sur les objectifs individuels
et plutôt sur les objectifs communs, quoi. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a mis en place des OKR dans la boîte pour pouvoir nous tous travailler sur des mêmes indicateurs. Et après, bah, je pense qu'une des carences de l'organisation historique, c'était de dire que le CMO, c'était un peu un générateur de leads. Donc lui, il faisait du volume dans tous les sens, qualifié ou non. Attention, je dénigre pas ce qui était fait avant, je caricature un peu. Ouais, Mais c'est vrai. on en fait ça, et après on dit au mec des ops, et mon gars, t'as mal transformé là, donc si on fait pas le chiffre d'affaires, c'est de ta faute. Et après, derrière, tu te retrouves avec plein d'écueils, parce que le directeur des opérations, lui, il te dit, bah, super, mais moi, il y a un lead sur deux, j'ai pas l'offre en face, ou alors, en fait, le mec était juste curieux, mais pas vraiment intéressé, parce qu'il n'a pas été scoré. Donc, j'y arrive pas. Et après, cette bagarre pour pouvoir savoir qui a transformé le lead, pour moi, ça, c'est un des plus gros écueils de la croissance, c'est que tu vas effectivement commencer à générer des superstars avec un gars qui dit que lui fait tous les closings et c'est lui le dieu vivant, donc il roule les mécaniques, et quand celui qui fait la passe décisive n'est pas du tout considéré. Et c'est ça que j'essaye de faire avec une analogie un peu beauf sur le football, mais c'est un peu ça. C'est de se dire, il faut que la passe décisive elle puisse venir des ops vers le site qui est du coup aussi piloté par le CTO, qui est pas là juste pour regarder comment ça se passe. Et donc, si on bosse de concert et qu'on s'en fout finalement de savoir qui a fait la vente, alors ça va. Mais ça, c'est compliqué parce qu'il faut quand même animer ces équipes avec des objectifs chiffrés pour faire en sorte qu'on puisse dépasser un petit peu notre taux de croissance actuel. Donc, c'est des objectifs individuels sur de l'attribution malgré tout, mais un discours et une vision qui doit être complètement sans ça. Ok, trop cool. Effectivement, c'est des super, c'est de super réflexions. Et t'as une idée du coup de la structure d'équipe un petit peu que tu vises, ou parce que tu nous as dit que c'est des choses work in progress, mais Ouais, bah du coup, en exclusivité, ça date de il y a 3 jours. On est en train d'avancer, et tu vois là, c'est la première fois que je le fais, mais je fais mon orga avec le directeur des opérations et avec le CTO, en me disant, en fait, c'est l'organisation marketing, donc a priori, je devrais être, comme je te disais tout à l'heure que j'étais égotiste, je devrais leur dire, les gars, c'est moi qui décide, c'est mon département, mais je pense que ça marche pas, et donc j'essaie de mettre en face de certains des profils que j'identifie, des homologues dans leurs différents pôles. Et donc, en gros, bah, je vais essayer de faire un truc un peu classique, le funnel d'acquisition, notoriété, acquisition et business, et je remets business à l'intérieur, en disant que du coup, il faut peut-être avoir une dimension de closing et de sales dès ce niveau-là, de l'engagement, et dans l'engagement, je mets un peu de CRM, je mets un peu de social, je mets aussi la relation avec les care qui sont côté ops, qui me semble importante, et après un pôle innovation. Et le pôle innovation, je pense qu'il doit être côté marketing. On fait, nous, certains diront le product market fit, mais si je veux sortir un nouveau produit, il faut qu'il parte de là. Et ensuite, je vois comment j'intègre sur un truc plus routinier. Si j'ai ces 4 briques-là, ça me fait 4 têtes de pont qui me semblent assez solides. Et du coup, dans la notoriété, je te mets la com interne, je te mets plein de choses aussi. C'est notoriété / communauté / brand, quoi. Mais c'est ça. C'est à peu près comme ça, donc 4 briques qui doivent du coup avoir des pendants côté opération et tech. Ok, super intéressant. Écoute, merci pour ce partage du coup en exclusivité et puis toutes tes réflexions. On voit bien que de toute façon c'est des sujets qui évoluent aussi en fonction de ton stade de croissance, de maturité, comme tu l'as dit. Et puis il n'y a pas forcément une bonne organisation, mais en tout cas c'est trouver effectivement le bon truc qui fonctionne pour toi, quoi. Trop cool. Et du coup, comme on se dirige doucement vers la fin de notre échange, c'est quoi on parle un petit peu de bonnes pratiques, de retour, de qu'est-ce qu'on aimerait faire et tout, de comment ça se passe bien. C'est quoi les sujets qui te font galérer du coup aussi? Un petit peu tes plus grosses problématiques du moment, quoi. Bah, alors là, le sujet d'orga, c'est vraiment une vraie actu, donc je le parque, mais j'en ai d'autres. Je crois qu'il y en a une qui me suivra. Tant que je resterai un gars du marketing, je pense qu'il y aura des sujets un peu basiques, mais pourquoi tu fais de la télé? Quand je mets 1 euro en télé, comment ça rapporte? Et qui est-ce qui a généré la vente? Est-ce que c'est l'affichage? Est-ce que c'est le digital ou la télé? Je pense que cette quête un peu de l'alchimie des médias, se dire est-ce que je fais du marketing en national, est-ce que je fais du local, est-ce que je fais du on, du offline, jouer avec ces curseurs pour pouvoir vraiment trouver le truc qui va fonctionner, avec un élément qui est important pour moi. J'entends trop de gens dire on va craquer le business, on va craquer le modèle, on va trouver le truc. Je pense que c'est impossible en marketing de se dire que j'ai trouvé la formule qui fait que je touche à rien et ça roule tout seul. Donc je pense que c'est ça, ma problématique, c'est de trouver les différents leviers les plus efficaces à un instant T en fonction d'un périmètre concurrentiel, d'un marché mouvant, et du coup pouvoir bosser avec l'équipe pour faire en sorte que ça fonctionne. Ça, c'est ce qui va m'animer tout le temps. Ouais, effectivement, tu le dis, puis même quand on se dit effectivement qu'on a craqué le truc, de toute façon, c'est forcément temporaire. T'as trouvé une bonne formule qui collait à un moment donné, et puis peut-être que tes concurrents vont du coup aller squatter ces canaux-là, ou ton marché il évolue, il y a quelqu'un d'autre qui sort, et de toute façon, c'est pas une formule qui est éternelle, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et en fait, moi, j'essaie de contrer ça dans la boîte parce que c'est quelque chose qui était existant, mais j'ai l'impression que c'est forcément déceptif parce que tout le monde court après la réponse en disant je l'ai pas trouvé, il faut que j'y arrive. Comme elle n'existe pas parce qu'il y a plusieurs réponses et comme peut-être que tu as trouvé une réponse à l'instant T qui fonctionne à 80%, si tu es toujours en train de courir après le craquage du marché, tu es toujours déçu et du coup, tu célèbres aucune victoire et tu mets une espèce de management par la morosité qui me semble tout sauf une bonne idée quand tu es en hypercroissance. Carrément. Ok, ouais, bah puis après, ça, comme tu le dis, en plus, il y a des difficultés dans l'attribution aussi, parce que si tu fais de la télé, si tu fais du print, du réseau social et tout, on sait bien que tout ça, c'est difficilement traquable aussi au final sur l'impact direct sur le business, quoi. Enfin, quand tu vas faire de la télé, peut-être qu'on faudra en parler plus largement, mais je sais pas, mais j'imagine que tu dois avoir derrière les spots, derrière les campagnes, un pic de fréquentation. Est-ce que ça se transforme automatiquement tout de suite en business? Pas forcément. Peut-être que quelqu'un il aura vu ta pub et puis en fait il va passer le permis dans 6 mois et donc tu pourras pas le relier à ta campagne aussi. Donc faut accepter de savoir que tu maîtrises pas tout non plus dans ton mix, quoi. Bah, c'est ça, et puis après, tu as des questions très pratico-pratiques. Hein. Thibaut, un point de notoriété, ça me rapporte combien de chiffre d'affaires à la fin de l'année? Bah, ok, on a mis X milliers ou millions d'euros en télé, et bah du coup, ça me génère X points de notoriété. T'as vu, je te donne pas les chiffres. Ouais. Mais du coup, voilà, ça m'a rapporté combien, ou ça me rapportera combien quand? Bah, je suis mal à l'aise parce qu'en vérité, il n'y a pas de réponse absolue. Ça va Ouais. dépendre du marché, ça va dépendre de la période, ça va dépendre des offres en face. Et c'est finalement cette quête des bons leviers activés au bon moment qui fera que ça marche. Carrément. Trop cool. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça. Si tu devais résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un marketeur justement qui est dans cette phase d'organisation, de structuration d'équipe? Je crois que j'aime pas trop donner des conseils en vrai parce que j'ai l'impression souvent d'être juste un mec qui essaye et je suis pas sûr d'avoir des réponses. Mais partager ce que j'ai fait moi, je m'appuie sur mes convictions. Déjà, je suis solide sur mes convictions et j'essaie d'être cohérent avec elles. C'est hyper important, savoir les verbaliser, savoir aussi quand tu es sur du dogme et que tu commences à devenir un peu inflexible alors que tu Ouais. devrais être un peu souple. Ça, c'est un des premiers points. Après, je pense qu'il faut oublier que tu es un patron de département. J'adore mon titre. Je suis quelqu'un qui, je pense, aime bien ce petit côté dirigé. Ok. Ouais. Mais une fois que j'ai dit ça, je suis content et je me fais un apéro avec mes potes. D'après, je me dis, si tu restes en tant que patron de département, bah, du coup, tu bosses pas en équipe avec des C-level qui sont sans doute aussi convaincus que moi. Donc, ça va devenir une guerre d'ego plutôt que des gens qui vont vouloir travailler ensemble. D'où le fait qu'il faille travailler une organisation de manière collective. Je pense qu'il faut bosser avec son équipe. C'est ce que je fais mal, d'ailleurs. Moi, je construis un peu mon orga en chambre aujourd'hui, alors qu'il faut que je consulte les gens. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et qu'est-ce qu'ils voient comme orga pour la boîte. Et après, il y a un point, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est raisonner client. Je pense que c'est hyper important de penser au client à la fin et essayer de construire son orga par rapport à ça. Je pense que c'est clé. Ok, super. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver sur LinkedIn. Est-ce que tu as un canal privilégié? Je sais pas. Non, sur LinkedIn, c'est parfait. Possibilité aussi, d'ailleurs, sur s'il y a des super profils qui ont envie de rejoindre une aventure où ça bouge, qui sont prêts aussi à bousculer un secteur, qu'ils n'hésitent pas aussi à nous contacter. Il y a des postes qui s'ouvrent de manière assez régulière, mais par contre, on cherche vraiment des gens qui sont chauds, quoi. Carrément. Écoute, bah tu fais bien de le dire, l'annonce est passée. Super, bah écoute, encore une fois, merci pour tout, Thibaut. Et puis bah maintenant, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Ouais, merci à toi aussi, c'était un plaisir. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.